L'amour et les forêts, c'est un projet que j'ai proposé, enfin j'ai demandé les droits il y a 1 an et demi à Eric Reinhardt. Eric, j'ai un rapport très particulier à son écriture parce que c'est quelqu'un qui m'a redonné foi dans la lecture des romans. C'est-à-dire que quand j'ai été, je précise, il a été président du jury au Festival Impatience et il a beaucoup défendu mon travail. Et moi, par une espèce de courtoisie, par politesse, je suis allé lire ces livres dont je ne savais rien. Et là, ça a été un énorme coup de cœur sensible, alors que j'avais une forme de dédain pour le roman, que je plaçais loin derrière les sciences humaines, par exemple, comme puissance, capacité de nous raconter quelque chose du monde, du réel. Je m'ennuyais un peu, je trouvais que la lecture des romans était trop tendre, trop diluée, à part des lectures, je ne sais pas comment dire, très conceptuelles ou presque théoriques, comme peut l'être La recherche du temps perdu de temps en temps. Pardon pour ce snobisme complètement naïf et débile. Mais quand j'ai lu Éric et particulièrement Cendrillon, c'était pas du tout ça. Il y avait une espèce de puissance de la métaphore, de l'analogie qui me mettait en permanence en travail. Et j'avais vraiment l'impression qu'il avait hacké mon cerveau. Il y avait vraiment des situations dans lesquelles je me reconnaissais totalement. Et puis on est entré en conversation sur la base de cette estime réciproque. Je ne voulais pas du tout hâter ni provoquer le fait de travailler ensemble. Sauf que quand est sorti L'amour et les forêts, je me suis dit, tiens, là, il y a un roman qui a des harmoniques vraiment communes avec le travail de plateau que je fais. C'est-à-dire que c'est un roman qui vous plonge. Moi, on me dit souvent que mon théâtre est visuel et sensible. Et ce qui reste de L'amour et les forêts, ce sont vraiment des images très puissantes. C'est-à-dire qu'à la fin, je me dis, même si j'ai oublié quelques détails de l'intrigue, il y a quand même des espèces de lieux pièges, des sortes de tableaux psychiques dans lesquels je suis complètement englué des mois après la lecture. Et je me suis dit, tiens, là, c'est l'occasion d'une rencontre sur le plateau. Eric m'a donné les droits de bon cœur en me disant, vas-y, ta carte blanche, tu fais n'importe quoi. Je lui ai dit, je te préviens, on risque de plastiquer complètement ton œuvre. Et je préférais me prémunir contre, comment dire, les vitupérations d'un auteur qui pourrait dire non, non, attention, ok, d'accord, mais sous telle ou telle condition. Donc là, je lui ai dit, il faut qu'il n'y ait pas de condition. Et Eric, en souriant, m'a dit, il n'y a pas de condition, vas-y, je suis très heureux de ça. Après, c'est parce qu'il savait qu'il y aurait une forme de respect derrière. Donc, L'amour et les forêts, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est une lectrice d'Eric Reinhardt, qui contacte Eric en lui disant qu'elle veut absolument s'entretenir avec lui parce qu'elle a adoré son livre. Et à la faveur de cette rencontre, qui se passe près de la Comédie Française, dans un café qui s'appelle le Nemours, elle va s'ouvrir un peu sur le désastre que représente sa vie. Et commence un deuxième récit après ce prologue, qui est ce récit en troisième personne de la vie de Bénédicte Ombredane et d'une période clé qui a opéré un véritable renversement dans son existence. La première scène où on la voit dans un cadre familial, c'est son mari qui est alité, qui est couché et qui a l'air complètement défait et qui se met à pleurer devant elle. Elle lui dit, mais pourquoi, Jean-François, pourquoi est-ce que tu pleures pourquoi est-ce que tu pleures comme ça? Et lui, plein de repentance, de remords, lui dit, pardon, j'ai écouté ce matin sur France Inter une émission qui faisait le portrait de harceleurs conjugaux. Et je me suis reconnu, en fait, je me suis rendu compte que ça fait des années que je te fais vivre ça, exactement ce qu'ils sont en train de dénoncer à la radio. Et nous, on est lecteurs, on se dit c'est génial, puisque ça commence par une repentance, ça commence quasiment par la fin, puisque le méchant, tout de suite, renonce à sa méchanceté. En fait, ça n'est qu'une ruse quasiment narrative pour aller beaucoup plus loin dans la perversité. Puisque cet événement-là va provoquer chez Bénédicte une forme de révolution intérieure. Elle se dit effectivement, c'est intolérable d'avoir vécu comme ça, sous le joug d'un mari qui me harcèle, dans une vie médiocre. Et elle va organiser une espèce d'escapade adultérine dans les Vosges, qu'elle va payer au prix fort. Parce qu'au lieu de partir et de ne pas revenir, elle décide de revenir en disant je suis une femme lumineuse et suffisamment forte pour affronter ce qui va se passer. Elle sous-estime sans doute le pouvoir de nuisance de son mari. Pour dire regardez où est-ce que ça se passe, où est-ce que ça se passe la perversité et la manipulation. Pas forcément dans une espèce
de harcèlement violent avec quelqu'un qui a un fouet, et puis quelqu'un qui bat sa femme, toutes ces formes réelles et grandiloquentes de persécution. Au contraire, ce qui m'intéresse, c'est tout le travail pour essayer de saisir l'endroit très fin d'humiliation où on peut détruire quelqu'un et à petit feu. Et c'est ça qui m'a plu dans le portrait de Jean-François, c'est que c'est pas du tout quelqu'un qui a l'air d'être une espèce de grand prédateur comme ça. À la limite, on sent il est bien en dessous en termes de standing intellectuel, social, par rapport à Bénédicte. Mais il va quand même parvenir, par cette espèce de force faible qu'il arrive à utiliser, à broyer sa femme. Et je me dis, nous, si je peux, moi, metteur en scène, donner aux gens la petite distance, le moyen de comprendre à quel détail les choses se jouent, on aura réussi notre première mission. Et la deuxième, si on arrive à faire accepter que cet être tel qu'il s'est raconté ne soit pas totalement conforme à son récit, voilà. Si on arrive à rendre compte de cette réalité quasiment troublée, kaléidoscopique, alors je pense que on aura fait une partie du boulot. Voilà. En gros, c'est ce que j'ai à dire sur l'amour et les forêts.